Bonjour à tous, nous sommes vendredi 5 mai, J-24 pour les gens qui iront voter demain, samedi, ici et dimanche là-bas. Mais sinon, l'actualité, elle se déroule comme d'habitude avec des négociations qui ont encore échoué à la Poste suite de l'affaire Michaud, conférence de presse de Cap Excellence citée hier pour le théâtre. Vous savez que c'est la semaine qui commence du 9 au 14, ce sera la semaine du théâtre en excellence. Ensuite, maintien de l'autonomie, réalité ou fiction, on va en parler tout à l'heure. Et présentation de l'amour du livre L'amour pour la Syrie. Sinon, nos invités aujourd'hui, ils sont là déjà. Bernard Leclerc, qu'on commence à connaître dans cette émission, dans les ZCL, et c'est tant mieux. Et avec son invité, qui est aussi notre invité, il s'agit d'Albert Pigot. On va parler tout à l'heure de cinéma avec lui. Plus tard, nous allons recevoir Marlene Darmé, qui a sorti ce bouquin important, Chabin, Gaston Germain Calix, qui est une figure essentielle de la musique guadeloupéenne, disparu, un livre biographique sur ce monsieur. Et puis nous aurons comme d'habitude nos chroniques du vendredi, Danse avec Iman, et la chronique Silver avec Jessie qui est déjà là. Voilà un peu le menu de ce ZCL. Nous sommes en direct de Canal 10 et aussi de RHT, Radio Haute Tension. Avec vous, jusqu'à 14h, on va tout dérouler. Alors on commence, comme je vous l'ai dit, avec Bernard Leclerc. Merci Bernard d'être revenu et d'avoir tenu promesse. Bonjour à tout le monde. Chose promise, chose due, comme on dit. Parce qu'il y a quelques semaines, il était venu ici présenter l'un de ses derniers ouvrages, parce que c'est un écrivain prolixe, un poète aussi, et il nous avait dit que l'un de ses ouvrages qu'on connaît, La Mare aux Ponches, pourrait devenir un film. Et ça y est, je crois que c'est en chantier. Bonjour Monsieur Pigot. Alors, comment êtes-vous entré en connexion avec ce monsieur? Bonjour à toutes et tous, avant tout. Alors, je suis rentré en lien avec Gérard César, c'était, je ne sais plus en quelle année, en 14. En fait, je produisais le film de Gérard César, un film sur le capitaine Moïse Bébel. Oui. Et un soir, Gérard me dit, après le tournage, il dit, il faut absolument que je te présente un de mes grands amis, Bernard Leclerc. J'ai dit, tu me connais? Non, je ne connais pas. Donc je vais dîner chez Bernard, alors évidemment avec la chaleur et l'accueil que vous imaginez, la bienveillance. Et puis finalement, au gré de la soirée, il me dit qu'il est auteur et il me demande ce que je bouquine en ce moment. Donc je lisais, je ne sais plus quel auteur, Pascal Quignard ou tant d'autres, je ne sais plus. Et il me dit, c'est pas du tout un bouquin de saison pour ma posture guadeloupéenne. Alors, je dis d'accord, et il me donne La Mare aux Ponches à lire. Je dis, ok, je m'engage à le lire. Donc, je repars de chez lui avec La Mare aux Ponches, et dans la nuit, je lis le bouquin. Et je le rappelle le lendemain, je dis, écoute, pour moi, La Mare aux Ponches, c'est un film, c'est un scénario, il y a quelque chose en puissance, là. C'est une écriture puissante. D'abord, il a une très belle écriture littéraire, très envolée, très lyrique. La phraséologie est belle, on a envie de ne pas quitter le bouquin. En fait, on a envie de ne pas le terminer. Plus ça dure, mieux c'est. Et voilà, c'était un peu mon propos. Et je me suis dit, écoute, moi, ça m'intéresserait bien de l'adapter pour le cinéma. J'avais déjà fait 3-4 documentaires que j'avais réalisés et produits. Et alors, il me dit, banco. Et donc, comme ça que c'est parti. C'est parti comme ça, et je me suis mis à adapter ce livre, à en extraire ce qui m'intéressait évidemment, comme tout un chacun. Donc j'ai gardé à peu près 50% du bouquin, et après j'ai écrit un... Alors on va le faire à l'envers. Bernard, quand vous avez rédigé La Mare aux Ponches, vous avez pensé à un film, vous avez pensé cinéma, scénario, vous avez écrit au fil de la plume, comme on dit? Alors, c'est pas vrai. Dans la technique d'écriture, puisque on se surprend soi-même, il n'y a pas d'a priori dans l'écriture. Sinon, si on doit se dire, j'ai écrit d'une certaine manière, en respectant ceci et cela, non, il n'y a aucun respect. Oui. On se vide de soi-même. Moi, j'ai toujours écrit, je suis très insatisfait quant à l'écriture parce que je suis très pris dans d'autres choses. Il y a l'alimentaire, malheureusement, dans la vie. Et heureux ont été les écrivains qui ont pu vivre, survivre, écrire matin, midi, soir. Parce qu'il y a une transcendance dans l'écriture qu'il faut atteindre. Il y a un nirvana de l'écriture. Moi, je suis profondément insatisfait. Et c'est pour ça que j'aimerais, dans les 2 ans à venir, si Dieu me prête vie et si j'ai le temps, tomber en immersion totale. Dans La Mare aux Ponches? Non, peut-être justement La Mare aux Ponches, pour retrouver cette quintessence de l'écriture, c'est-à-dire cet état de transe, cet état second, cet état, je dirais, de l'environnement. Vous créez votre propre résidence d'écriture, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que je pense que nous, Guadeloupéens aujourd'hui, nous ne sommes pas écrivains à temps plein, et souvent nous écrivons dans l'urgence, ce qui fait que
il y a bien sûr une envie d'écriture parce que quelque part on se libère de quelque chose, mais le temps qu'on doit prendre dans la maturité, dans l'excellence même de l'écriture, la société, la vie d'aujourd'hui ne nous autorise pas, ne nous permet pas ça. Oui. Ou alors il faudrait être un ermite, il faudrait ne pas avoir de famille, ne pas avoir d'enfants et rester au sommet de la montagne pour cela. Donc ce n'est pas possible. D'accord. Donc je pense que beaucoup de gens qui écrivent comprennent très bien ce que je dis. D'où cette insatisfaction forcément dans l'écriture. Alors ce qui fait que la magie quand même de l'écriture, c'est que deux êtres ou des êtres se rencontrent quand même autour de cela. C'est pour ça qu'il faut quand même écrire, sachant à quel niveau qu'on pourrait toujours faire mieux. Et l'écriture envoyée en l'air, comme je dirais, comme une colombe, fait toujours retomber des plumes ailleurs qui vont servir peut-être à créer quelque chose. Oui. Et c'est pour ça que je n'aurais jamais pu supposer. Il y a le hasard, tout comme Aimé Césaire, qui un jour, par inadvertance, le père du surréalisme, André Breton, rentre dans une mercerie en Martinique et tombe sur Cahiers d'un retour au pays natal et qui le prend systématiquement, qui le lit et qui dit avant de partir, je veux savoir qui est cet homme. C'est extraordinaire, qui lui dit je pars avec un exemplaire et je vais écrire une préface et on va rééditer ça en métropole, et qui fait une préface extraordinaire en disant que la parole d'Aimé Césaire était belle comme l'oxygène naissant. Et Aimé Césaire est devenu ce qu'il est, père de la négritude en surfant sur le surréalisme. Je veux dire que tout ce que nous avons à sortir de nous pour pétrir le monde, quelque part, c'est indispensable parce que ça rejaillit. Alors Bernard, vous savez, en ce moment, vous êtes regardé à Marie-Galante, pas de problème, c'est normal, on est en Guadeloupe, en Martinique, en France aussi, en Guyane. Alors beaucoup de ces gens qui vous regardent en ce moment ne savent pas ce qu'est la mare aux ponches. Nous, on connaît la mare aux ponches, façon des Guadeloupéens, et on va souvent à Marie-Galante, on passe devant cette mare aux ponches. Alors en deux mots, pour les gens qui ne savent pas, qui en France, qui se disent, mais de quoi ils parlent, la mare aux ponches, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, en deux mots, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des festivités à Marie-Galante et l'aspect culture nous fait toujours défaut. Je suis passé récemment avec Arte pour un tournage au sujet de la mare aux ponches sur le lieu dit, et je peux vous dire que j'ai trouvé le lieu particulièrement détruit. Oui, le pont est pratiquement cassé, il y a une belle sculpture qui n'est pas éclairée. Je pense que ce temple, ce lieu sacré de la mémoire du Marie-Galantais est aujourd'hui bafoué, souillé. Je demande un grand respect pour les lieux dits. Je demande un grand respect quant à la mémoire du Marie-Galantais. C'est pas parce qu'on va se doudouiser à outrance, qu'on va danser, qu'on va festoyer autour je ne sais quoi, qu'on fera le respect de notre nom et de qui nous sommes. Donc, pour revenir à l'idée de la mare aux ponches, il faut savoir que je situe le phénomène les événements de la mare aux ponches sur 2 années, sur 2 événements. Il y a premièrement, donc, en 1848, l'abolition de l'esclavage, le jour de l'abolition de l'esclavage, où ce lieu-dit est devenu un lieu sacré. Pourquoi ? Parce que probablement c'est à ce moment-là que ça s'est passé, puisque la distillerie et tout fonctionnait. Il y avait à Pirogue une habitation gigantesque et animée, où les gens, ce jour-là, ont livré, je veux dire, ont festoyé, on était tellement très contents. Et à ce moment-là, il y a des ecclésiastiques qui sont venus pour leur demander d'arrêter, parce que c'était démoniaque de danser, c'était démoniaque de boire du rhum, c'était démoniaque tout simplement d'exister, d'avoir droit à la respiration et à l'oxygène. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on leur a demandé d'arrêter. Et probablement, l'histoire, la légende raconte que des Marie-Galantais se sont trouvés outrés de voir à ce moment-là, ce jour sacré du monde, de leur monde, de liberté totale. En 1948, on vient encore leur dire qu'ils feraient mieux d'aller s'asseoir et de retourner à leur champ. Donc, l'histoire, la légende dit que les nonnes ensanglantés, pleuraient les seins coupés, et les prêtres ont dansé la bamboula. Les gens se sont révoltés, voilà. C'est ça. Notre illustre Guy Tyrolien, aujourd'hui, dont on fête le centenaire, il a eu au moins cette force et cette puissance en deux mots, pour dire ce qu'il a dit. Et évidemment, cette histoire est restée timorée, fermée, calfeutrée à Marie-Galante. Le lieu dit toujours là, évidemment. Et
pour moi, je pense qu'il y a eu aussi en 1849, pratiquement un an après, après les élections. Première élection législative, où vous avez des chelchéristes et vous avez en contrepartie des anciens royalistes qui veulent remettre en place l'esclavage. Et à ce moment-là, il y aura ce qu'on doit appeler le procès des Marie-Galantais écrit par Victor Schœlcher, où plus d'une centaine, voire peut-être même 200 Marie-Galantais ont été enfermés, tués, blessés et rapatriés à Richepense à l'époque. Et c'est où on va entendre parler, on va entendre sonner le nom du dénommé Alonso. Voilà. Et mon roman, sur une trame de l'histoire, sur un rêve, en allant ressusciter des fins fonds de la terre marie-galantaise, ce dénommé Alonso, évidemment n'ayant pas toutes les boutures du monde. Mais moi, ça me suffit de savoir ce qui a pu se dire pour réfléchir, pour entrer dans la tête et dans le personnage, pour savoir ce qui a pu se passer à ce moment-là. Et le roman La Mare aux Ponches est né tout simplement. Il est sorti il y a 2 ans, c'est ça? Il y a 2 ou 3 ans. C'est une nouvelle édition? Non, c'est toujours la même version. Alors, autre chose, et là, je m'adresse à M. Bicot. Alors, Pigot, voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce roman? C'est quoi la trame, l'histoire, la violence, la légende? Qu'est-ce qui a déclenché chez vous l'envie de réaliser un film à partir de cette œuvre? Alors, le déclencheur, déjà, c'est mon passé ici en Guadeloupe, où j'ai produit un certain nombre de films de Christian Lara, et notamment le premier qui était 1802, l'épopée guadeloupéenne, qui relatait cette période où Bonaparte a réinstauré l'esclavage sous le consulat. Donc en fait, j'ai été pas mal instruit, je me suis pas mal nourri de ce pan de l'histoire un peu méconnu. Et d'ailleurs, La Mare aux Ponches, dans le film que je traite, se situe vraiment après la seconde restauration, donc les Trois Glorieuses, 1830. On court avec Louis-Philippe Ier jusqu'en 48 et la seconde abolition de 48, première République sous Charles-Louis Bonaparte. Et après, il y a eu le Second Empire. Donc c'est ce pan de l'histoire-là que je traite, ce qui m'a... que la France ne connaît pas d'ailleurs. Ce sont des périodes, des pans de l'histoire un peu méconnus, c'est-à-dire de la première abolition en 1794, quand on parle de 89, après 92 avec Olympe de Gouges, et la citoyenneté des femmes, 94, la première abolition, après la terreur, après le directoire, après le consulat, et puis l'Empire et les 100 jours. Avant les 100 jours, la première restauration, puis de nouveau les 100 jours, la seconde, et in fine, la troisième révolution 48. C'est vrai que ce pan de l'histoire-là, in situ, c'est-à-dire sur le territoire marie-galantais et d'autant plus guadeloupéen, est méconnu et peu connu. Mais ce qui m'intéresse d'autant plus, et je trouve que Bernard il formule de façon très belle et très profonde les événements qui se sont déroulés, la nature humaine, je dirais proprement dite, de ces personnages qui sont vraiment battus dans leur chair, battus dans leur volonté d'être et d'agir, non pas sous le joug de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, mais dans une volonté d'inscrire leurs propres traces. Et dans le film et dans le bouquin, et dans le livre, pardon, on peut vraiment pas à pas, cheminant, il y a cette résurgence-là de ces hommes et des femmes qui ont écrit de leur sang, de leur chair, une page de leur d'histoire, vie, l'histoire que nous vivons aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'actu aujourd'hui, en pleine actu de cette bien histoire. sûr. Alors, j'imagine que le personnage Alonso va être le héros, entre guillemets, de l'histoire. Il va émerger. Oui, on part d'une naissance, si vous voulez, et on arrive à la naissance de l'enfant d'Alonso et de sa compagne. Donc il y a ce pan et ce pont, cette passerelle entre les deux rives, où d'un seul coup, hier n'est plus comme aujourd'hui. C'est cela l'histoire du film. Alors, pour ma part, il ne s'agit pas de faire, et surtout pas, et certainement pas, de faire un film didactique. C'est hors de question. J'en fais un thriller romanesque, si vous voulez, mais très nourri, très instruit de l'histoire, avec du suspense, un film d'action. Et qui va être tourné à Marie-Galante. Je vais tout tourner à Marie-Galante et Guadeloupe. Marie-Galante et... Voilà. Absolument. Donc, j'imagine, Bernard, que les autorités marie-galantais seront obligées de, entre guillemets, de restaurer la Mare aux Ponches à ce moment-là. Il n'y a pas que la Mare aux Ponches. Enfin non, je dis la Mare aux Ponches. Il y a un travail qui a été fait pour Murat, mais pour la Mare aux Ponches... Danick, je suis persuadé, convaincu que la culture va sauver l'homme guadeloupéen. Nous sommes loin d'avoir compris ça et c'est malheureux. Un pays où les gens sont capables de comprendre ce qui s'est passé, de s'orienter sur leur présent, d'être
debout sur leurs pieds. Et de regarder l'horizon, ça permet d'entrevoir l'avenir. Nous sommes encore en Guadeloupe dans cette problématique, dans ce bégaiement, dans cette espèce de lérose où on a même formulé cette espèce de bigidi. Moi, je pense que l'heure du bigidi est terminée. On n'est plus au stade du bigidi. Lina Blou va pas être d'accord parce qu'elle dit que le bigidi est consubstantiel du Guadeloupéen qui est toujours... Justement. Alors on me donne une allure chancelante, tombant, de plus ou moins ivre. Non. Je suis sorti du bigidi. Oui. Et je veux que l'on sorte du bigidi. Oui. Aujourd'hui, on est dans le rationnel. Ce pays-là doit se prendre en charge, doit se prendre en main et doit savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on fait. Et si on veut aspirer à ça, oui. C'est pas dans la chancelance, c'est pas dans l'ambivalence, c'est forcément parce que nous aurons déterminé quelque chose de clair et de net. Je ne suis plus dans le bigidi. D'accord. Je dirai à Lina et on en reparlera. Alors, rapidement, qu'est-ce qui va se passer entre le moment où le scénario est écrit, que le CNC décide d'accorder une aide, j'imagine, pour ce genre d'écriture? Alors, il faut 2-3 ans, c'est ça? Voilà, vous avez tout dit, mais globalement, là, le scénario, la dernière mouture est presque finie. Oui. J'ai besoin, évidemment, je suis ici pour m'imprégner un peu des territoires, pour créer de la valeur ajoutée au scénario et surtout mon ressenti par rapport à tout toute cette histoire qui draine cette réalité. Il faut que je m'en nourrisse, que je m'en inspire. Je suis aussi ici pour rencontrer évidemment les personnalités qui peuvent se fédérer et conférer à faire en sorte que le film existe. Oui. Et donc je suis dans les prémices, c'est les premiers pas de la production du film, évidemment. Donc on est dans la période d'écriture. Oui, dans 2-3 ans, le film va se faire. Dans 3 ans, on pourra en parler. Juste une question et on termine là-dessus. Bernard a dû vous le dire. Vous savez que Marie-Galante a été quelque peu un moment indépendante. Elle était indépendante, oui. Alors est-ce que... j'ai envie de dire, est-ce que cette image va survoler le film quelque part? On sentira que Marie-Galante a été Marie-Galante à ce moment. Je pose la question comme ça. Ce qu'on sentira à un moment donné, et c'est un peu mon choix, c'est cette... j'ai coutume de dire que si la symbolique est à l'émotion, ce que la métaphore est à la pensée, oui. On verra à un moment donné qu'à l'intérieur de ces grottes, et notamment à Caille-Plate, où le marronnage a existé pleinement, il a pleinement existé, et ils ont créé leur propre façon d'être et d'agir et de vivre, selon leurs propres lois et leurs propres règles, où je fais une petite séquence dans le film où le personnage, le rôle-titre féminin, je cacherai son nom pour l'instant, donne des cours d'alphabétisation à un enfant, je ne dirai pas où non plus, ni comment. Je pense qu'effectivement, à ce moment-là, on se dit que c'est un peuple qui prend son avenir en main et que son indépendance est là et que sa liberté d'être est là et qu'elle peut exister pleinement et à part entière dans son schème identitaire, absolument. 13h02, on vous remercie en tout cas d'être venu nous faire cette première annonce. J'imagine que Bernard ferait le tour des médias quand même pour faire passer le message, un message important. Et puis on attendra le premier tour de manivelle et on sera là probablement avec vous, Marie-Galante, pour voir ça, parce que c'est un événement, il faut le dire, et quand il y a un événement, on le célèbre avec du punch quelquefois, et j'imagine qu'à la fin de cette émission, vous irez avec Bernard pour le punch. Voilà, il est 13h02, on va prendre une pause publicitaire, on va retrouver Mendy tout à l'heure pour le journal, ensuite on parlera avec Marilyn Darmé, je vous l'ai dit, elle a sorti un ouvrage remarquable, qui s'appelle Chabin, Gaston Germain Cadix, un joueur de Goka qui a été fondamental, comme on dit ici, fondal. Et puis, bien sûr, Jessie, qui est aussi là pour sa chronique Silver, et puis un peu plus tard, Danse avec Iman. Voilà, vous avez le programme, vous restez avec nous, vous êtes dans le ZCL et sur RHT, en direct, pause pub. Voilà, il est 13h09, retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT. Je vous l'ai dit, on va parler beaucoup de livres aujourd'hui, puisqu'il y a Échappée belle, Amour pour la Syrie, et surtout cet ouvrage de Marilyn Darmé qui est présente. Chabin, on va en parler tout à l'heure, mais avant, on revient vers Mendy. Bonjour. Bonjour, Dani. Le week-end a commencé? Ben oui, le long week-end qui nous attend. J'espère qu'il ne sera pas sous la pluie cette fois. Un week-end ensoleillé. Moi, j'ai souhaité que la pluie tombe depuis demain matin, toute la journée demain.
Je dirai pourquoi après. Bon, bref, on commence avec le journal de Oui, et on continue donc avec les fameuses négociations de la Poste, puisque vous le savez, depuis le début de la semaine, le centre de tri donc à Port-Caraïbe a annoncé donc un mouvement de grève. Ça a été interrompu hier malgré une réunion avec donc le patronat. Mais là, ils ont donc rencontré enfin les salariés donc avec le patronat. C'était hier après-midi à 15h. Je propose de faire le point sur la situation. Le personnel mandaté nous pour porter revendication à eux auprès de la direction. Parce que yo dit nous ni trop longtemps yo a souffert, yo bon avec ça et c'est pour ça nous une divergence tout partout, nous mettre de côté divergence en nous et là nous avons trouvé nous en assemblage en lionnage pour défendre causa les travailleurs CTC là. Nous peut dire que côté site bloqué complètement, centre courrier là bloqué complètement. Sans pédi, on dit dans là, c'est quelques intérimaires qui ont travaillé en disant là. Mais concernant les travailleurs permanents qui ont travaillé là, les titulaires, hein, tout le monde gréviste. Tout le monde gréviste, nous pratiquement là, on dit tout le monde gréviste, ni des chefs en disant là. Hein. Mais grève là, concernant les salariés, au moins à 95%, tout le monde gréviste. Poste nous a fait des prépositions, mais qui n'étaient pas acceptables. Il nous proposait 12 emplois, mais 6 emplois permanents, ça on était d'accord, mais 6 emplois en intérim. Donc nous on n'accepte pas l'intérim, c'est de l'emploi précaire et on peut les prendre et les remettre comme on veut. Donc c'est pour ça qu'on a mis un stop à cette négociation. Notre proposition c'est 12 emplois de force permanente. Comme s'il dirait des CDI ou des gens qui partent en mutation, mais des emplois durables. Ils ne sont pas précaires. C'est notre priorité. Les salariés sont très remontés parce que la Poste est de mauvaise foi. Ce matin, ils ont essayé de faire rentrer des camions sur les pistes de l'aéroport et c'est interdit. Heureusement, les grévistes étaient vigilants et ils ont empêché cette mascarade. Donc, on est très remontés à cause de ça. Nous, on est là pour la négociation et la Poste est là pour la provocation. Ils ont commencé à emmerder. Les gens commencé à voir la boue monter. On a mis ces 15 discuter avec nous parce que nous là, nous pas dans violence, nous avons discuter. C'est eux-mêmes qui créent cette situation là, ça, et qui essayent de passer en bas feuille pour trouver une solution. Non, rien pas qu'à rentrer, rien pas qu'à sortir. Et c'est pour ça, nous dit non, ils discréditent, nous ne pouvons pas discuter avec eux encore. Et qu'à faire avec nous. Nous demander que la directrice régionale là vienne pour nous discuter avec parce que c'est qui décide. Alors ça qui dit nous prend mot hein. Il dit nous qui recevra nous après-midi là pour nous commencer vraiment à entamer les négociations. Et je propose tout de suite de faire un point sur l'affaire qui lie Mme Michaud-Chevry avec la justice. Selon ses avocats, sa santé demeure toujours fragile, mais écoutons tout de suite l'un de ses avocats. On regarde. Comme je vous le disais, comme nous vous le disions tous les quatre dans le communiqué de presse que nous vous avons fait parvenir, il est inquiétant parce qu'elle est sujette à des pics de tension qui ont d'ailleurs valu ce malaise. La première fois que nous sommes allés devant le juge d'instruction, puisque je pense que finalement un de ces jours il y en aura une seconde, donc le 26 avril, sauf erreur de ma part, elle a été évacuée et prise en charge par les pompiers. Et à ce moment-là, on lui a délivré un premier arrêt de travail jusqu'au 6 mai. Il se trouve que quelques jours après, elle a commencé à avoir des troubles de vision assez sérieux dans les deux yeux et particulièrement dans l'œil droit. Et le professeur qui l'a examiné a diagnostiqué à cet effet-là qu'elle avait une occlusion veineuse de la veine centrale de la rétine droite. Ça veut donc dire que les problèmes de tension ne sont pas réglés et qu'il faut à tout prix qu'elle stabilise sa tension. Et c'est dans cette optique d'ailleurs qu'un infirmier passe 2 fois par jour depuis plusieurs jours pour essayer de stabiliser la tension de Madame Michaud-Chevry parce qu'il s'agit qu'elle puisse comparaître devant le juge dans un état de santé qui le lui permette. Il n'a jamais été question pour elle de se défiler à une quelconque convocation, de se soustraire à une quelconque convocation de la justice. Je crois que c'est une femme, et nous le pensons,
qui a toujours fait face à l'adversité, qui a toujours fait face à ses épreuves, et la moindre des choses qu'on lui doive, c'est de respecter son courage et de ne pas s'amuser sur les réseaux sociaux et autres médias à se moquer de l'état de santé et de la mort putative, j'entends, de quelqu'un. D'ailleurs, en tant que Guadeloupéen, c'est quelque chose qui, à titre personnel, me choque parce que je crois que nous, les Guadeloupéens, nous sommes sensibles à deux choses en particulier qui sont sacrées. C'est la santé et la mort. On a perdu vraiment un certain nombre de systèmes de valeurs parce que, quoi qu'il en soit, dès qu'elle sera remise, elle comparaîtra et elle l'assumera. Et c'est ça, Madame Michaud-Chevry. Voilà, 13h15, plus d'infos sur Michaud Chevry, www.caribcreolnews.com. Voilà. Alors, on va parler d'autre chose, d'un livre qui vient de sortir, écrit par Marilyn Darmé, qui est elle-même chercheuse en matière de musique populaire. Bonjour Marilyn. Bonjour Dani. Alors, la question première, quand je vois ce livre, parce que Chabin, moun déjà oublié finalement. Enfin là, on dit moun déjà oublié, des moun déjà oublié. Des moun déjà oublié, mais ni des moun qui pas qu'à oublier Chabin, ça fait 40 ans que Chabin parti, mais ni des moun qui jusqu'à à présent pas oublié Chabin et yo ka perpétuer mémoire Chabin, nous ni la Tine Chabin, nous ni le Guadalis Festival, nous ni les familles, qu'on la famille Barfleur, qu'on la famille Gama, qui continuer à transmettre à Timounayo et à petit Mounayo mémoire à Chabin. Alors Marilyn, qui Jean et pour qui bitin ou décidé de marquer livre là ça? Alors, il faut savoir qu'en fait, on travaille en 2002, on était parti faire une formation en ethnomusique, rythme et danse du monde à Nice. Et validation en formation, là, ça, c'était en mémoire. Donc, il y a des moins fait en mémoire pour étudier un répertoire musical traditionnel. Bon, on dit, bon, qui laisse là, qui choisit là. Et en jouant un jour Jackie Jalem. Et c'est Jackie qui dit, mais si vous êtes qu'à faire en trois Chabin. On dit, effectivement, elle a regardé, bon, tenu plusieurs morceaux quand tu peux étudier, mais surtout, tenu le monde qui t'a témoigné de Chabin. Et là, on a commencé par les moyens de Chabin, on trouvait que c'était un sujet vraiment très, très intéressant, puisque moi, on ne pas connaître lui personnellement, à partir de 11 ans, moi, c'était amis à frère moi, mais Jean, monde t'es capable de parler de Chabin, il était capable d'avoir un regard qui était vraiment différent de Santeni. Donc, on a décidé de faire mémoire en moins assis. Donc, ça a fait 15 années. Ce livre-là, c'est en quelque part le mémoire qui a été retravaillé, j'imagine. Alors, c'est le mémoire. Et pendant 3 ans, j'ai retravaillé, vraiment cherché en profondeur pour mettre d'actualité, quoi. Alors, il y a des gens, au monde qui a écouté nous, ils ne pas connaître les morceaux que Chabin fait. Seul reproche qu'il fait, c'est qu'ils ont CD avec livre là. Ça Kevin. Ah, ça Kevin. Bon. C'est deuxième partie à travailler. D'accord. Alors, donc en fait, Chabin, il a produit des morceaux qui sont entrés dans le patrimoine musical guadeloupéen. Je ne dis même pas du Goka, mais guadeloupéen. Mais oui, guadeloupéen, puisque Léo a parlé, Léo a dit Zombie Barry, moi par exemple, Léo a dit On Boulé, Léo a dit Messieurs et Dames, bien bonsoir. C'est Chabin. Tamarin, etc. Oui, Tamarin, non. Tamarin, c'est plus Loison. Loison, ça, c'est Loison, ça. Oui. Mais la jeunesse doit être doublement sensible à ça, puisque Admiralty sorti en morceau. Tout à fait. Messieurs et Dames, bien bonsoir. Et ils pas ça. Non, c'est Zombie Barry moi. Oui, c'est Zombie Barry moi. Et la jeunesse pas ça, que c'est Chabin qui fait ça. Absolument. Donc, nous, on travaille de mémoire qui est important. Et donc, c'est aussi. Alors, nous, on travaille particulièrement. Vous faites généalogie à Chabin. Parce que nous, on peut-être monde pas ça, c'est que là, on monde pour être moins clair en Guadeloupe, il n'y a pas crier blanc, même si pour être plus blanc qu'il nègre, il Chabin, mais il était plus que Chabin. Alors, il était plus Chabin, parce que un Chabin, c'est un monde qui est chez les Grenets. Justement. Oh, il pas son Milat, Chabin. C'est ton Milat qui était très clair, parce que le monde était capable pour un Italien. Oui. Donc, on est obligé de chercher dans la généalogie à artiste là. Oh là, il trace à il n'y a pas dit pas ni fumer sans feu, mais bon, on est obligé de chercher dans les archives. Et trouvé finalement? Eh bien, on n'a pas trouvé trace à l'Italie, mais par contre, ni des paternités qui ne sont pas déclarées. Oui. Donc peut-être que ça vient dès là.
puisque là, bon, on remontait toute généalogie à Chabin jusqu'à l'esclavage. Jusqu'à l'esclavage. On pas trouvé trace à italien. Mais comme on a dit, ni des paternités qui pas déclarées. Donc peut-être c'est là que nous on est au point d'interrogation. Mais oui. Oui, non, en cas de nous, bien qui particulier, c'est que lorsqu'on écoute musique à Chabin, et textes qu'il fait sont actuels toujours. Ça qu'a dit Adam Chanté, Jean qui a présenté ça par rapport à Jean la Guadeloupe, par rapport à Cannes, tout ça, on a senti que ça n'a pas dépassé, ça, il fait. Non, ça n'a pas dépassé. Et Mion Boug qui n'a pas fait grand l'école, ça n'a pas fait grand l'école. Bon, ni des gens qui ont dit qu'il n'a pas été sablé écrit, et en même temps, ni des gens qui ont dit qu'il était sablé écrit. Ça, c'est on bien qu'il n'a pas arrivé à résoudre véritablement. Mais ce Boug, en tout cas, ça s'éteint, il n'a pas fait grand l'école. À l'âge de 11 ans, il était des rolas. Il était des rolas, il tout seul, il vit de marin pêché. Mais ce Boug qui était une observation de la vie, qui était assez particulier. Absolument. Assez particulier parce que c'est en construction et construit. Il pète maman, il pète papa, grand bonnet, il pète c'est grand bonnet, grand c'est à travailler la pointe. Donc, vous trouvez tout ça là dans la case. Donc, c'est un bouc qui construit. Et ça, c'est intéressant de voir en construction humaine, surtout par rapport à jeudi jour. Si même vite arrivé jeudi jour, on passe à petit fait même parcours là. Il y avait la délinquance, il y avait la drogue, il y avait tout ça qui a en genre détourné la jeunesse. Peut-être il pas tenu même développement là ça. Alors il faut le dire aussi, Chabin, Gaston Germain Calix, c'est dans le Nord Grande Terre. Parce que c'est une des régions, on le dit souvent, des héritiers de la Guadeloupe, la culture pas arriver juste là, mais en réalité, au niveau Goka, quand même, nous sommes sous là. Alors, Goka, oui, tout ça, Black Hills, il est présent dans toute région à la Guadeloupe, mais ça, pour nous, ça qui s'éteint, c'est que chaque région, nous avons gens qui a développé qu'il s'y aille. Et dans le Nord Grande Terre, en tout cas, du temps de Chabin, il était jeune, il n'y a pas de cas de Goka, il y a des cas de Bamboula. Oui, gros tambour. Gros tambour et bamboula. Tenir des bamboulas, pas tenir les roses. Dans les fêtes, c'était bamboula, on va marcher. Alors, précisément, Maridine, ou pourtant, on a une explication qu'on le monde pas te connaître, parce que gros tambour, le monde pas guère dit ça encore. En tout cas, en Oregontais, il dit ça d'autre côté. Sébastien, il dit ça toujours. Mais ça, gros tambour là vient gros cas finalement. Ça vient gros cas là vient en termes génériques quand il dit en français. Ça vient en termes génériques. Ça vient en termes génériques. Mais c'est important justement pour la jeunesse de comprendre ce cheminement là. C'est important. Qui ont passé de bamboula, qu'on perd là-bas, qui a crié, ces nègres-là, ils jouent de la bamboula, et bamboula, c'était un terme assez péjoratif finalement. Alors, c'est mettre-là qui rend péjoratif. Parce que moi, dans des recherches qu'on fait, bamboula, c'est un terme qui se tient là, c'est un terme qui se tient en Afrique. C'est un terme qui a une signification, qui t'avait dit danser pour les ancêtres. Et bamboula lui-même t'avait dit ancêtre. Donc, c'est un terme qui perdurait pendant tout l'esclavage. En tout cas, dans les sources qu'on a trouvées, en Pagin trouvé le terme Goka, c'était bamboula. Mais non, mais Goka, c'est un terme qui neuf, ça. Alors, on passe à c'est neuf. Peut-être qu'il était là depuis longtemps, mais il n'a pas tenu envergure là qui a été. Parce qu'on va trouver des mots africains qui assemblent quand même. Enfin, on voit ça dans le livre, on voit ça, des mots Ngoka. Oui. On a trouvé des termes qui assemblent Ngoka, mais on n'a pas trouvé un tambour qui assemble tant nous. À travers le terme Ngoka, on n'a pas trouvé. Alors justement, c'est question qu'on a posée, puisque vous avez vous cherchez le Goka, qui place au monde qu'on chabéni dans le patrimoine musical à la Guadeloupe, puisque bon c'est vrai, il y a vénérer un vélo, une statue, tout le monde a dit vélo c'était le grand tambouillé, qui on peut placer Chabin dans si on décrit un panthéon à musicien Guadeloupe. Alors déjà, c'est une icône, puisque c'est le premier chanteur veillé qui a enregistré, c'est Chabin. C'est le premier. Premier disque gros cas, c'est Vélo avec Napo, mais le premier chanteur veillé qui a enregistré, c'est lui. C'est Chabin. Et Chabin, c'est un grand conteur. Son grand conteur. Son observateur critique, on va dire, à la société guadeloupéenne. Son observateur, mais c'est aussi un conteur, son espèce de griot. Et c'était un cinéma, et on a pensé que c'est ça qui permet d'apprendre, développer un scène. C'est ça. Raconter. Et ça, c'est un but intéressant. Et il a fait partie
enregistrement Chabin qui a fait partie d'enregistrements qui servaient pour le rock moderne à une certaine époque. Après, à une certaine époque, tous les groupes, les Horizons, les Rois Cassonnet, etc., c'était une époque où ils étaient qu'à étudier disques à ces chanteurs-là. Et Chabin qui a fait partie de ces paroles-là aussi, il faut songer que mon convit cita, il servait avec ces paroles-là. Ça, dedans, on essaie de. Pour pas que j'ai ça, poésie, il faut à un moment donné, il prend parole à des anciens chanteurs. Alors, dis ça à Chabin, est-ce qu'elle est disponible encore? Finalement. Oui, côté Céline, on peut trouver des livres, des disques à Chabin. À Chabin? Oui. Parce que vous dites là. Parce que ça a été réédité. Hein? Il a réédité tout. Alors, vous dites là qu'il y a une deuxième. Ensuite à ça, oui, mais quand il y a des suitailles. Mais deuxième travail là, parce que biographie à Chabin, tu as demandé vraiment, on sait le bouquin, qu'on lit, on peut penser qu'on lit le livre là. Mais deuxième travail là, c'est que nous sommes rentrés dans la musique là même. Ah, musique là, qui travaille avec. Musicographique, quoi. Ouais. C'est qu'on livre plus musicographique. Plus musicographique, oui. Nous qui travaillons sur la musique, mais nous qui travaillons aussi sur les textes. Ces textes à Chabin, il y a un lobitin pour nous dire à l'entour. Ça, envie de monde qui parle de livre là, ça que c'est un des livres que on monde qui est intéressé à la musique Guadeloupe doit être naturellement, normalement, ni signature qui prévoit Marie. Alors au soir là justement, à Réminé-Souta, ça tombé bien. À Réminé-Souta à partir de 19h, en cas font présentation, en cas accompagné de Yamna Narcisse, que tout le monde connaît, c'est une jeune madame qui est très très impliquée dans le gros cas, et Céline Anne-Rose qui a fait des émissions littéraires à Sofaya, à Radio Sofaya, et c'est des jeunes madame là ça qui posaient moi des questions à ces livres là, et ça qui est animé par frère moi Pierre Daomé, et nous qui chanté, nous qui gardé diaporama, et à la fin qui est dédicacé. Et chanteuse là, Marilyn Daomé, qui a diviné. Chanteuse là, pas occupée, il y a un bafé. Et si vous venez soit là, il y a qu'un nuit. Il y a qu'un nuit. Quand on rendez-vous sur là, c'était soit à Nesouta, et en toute façon, le livre là est déjà disponible, édition Neg Marron, quand vous voyez en force pour Didier, qui a fait un bon travail là-dedans. Un bel travail. Un bel travail, ça, vraiment fondamental. Le livre là, ça. Chabin, Germain Calix, on chantait veillé, édition Neg Marron, son lycée, Marilyn Daomé, et donc, je peux tout veiller en toute librairie, une bonne librairie, sinon, bien, on soit là. Merci en tout cas, Marilyn, d'être là avec nous. Et 13h26, nous allons continuer à développer avec Mendy en attendant qu'il chante. On poursuit avec un prochain sujet, le maintien de l'autonomie, réalité ou fiction. C'est donc la conférence qui a été animée par Catherine Massina, qui est docteure en neuropsychologie clinique. Ça s'est passé donc hier après-midi à la salle Réminé-Souta. On regarde tout de suite. Donc, ça concerne tout le monde. Une conférence qui, j'espère, nous fera plaisir, va nous aider à aborder justement la chose dont on a le plus peur, c'est la vieillesse. Voilà, exactement. Il faut bien lutter contre ça, il faut bien s'armer de bonheur. Voilà. C'est pour ça que je suis venue. C'est drôlement important, hein. Moi, je veux pas être à la charge de mes enfants, je ne veux pas être à la charge de quelqu'un de ma famille, même d'amis très chers, etc. Je veux pas, ni même de mon mari d'ailleurs. C'est plutôt lui qui sera à ma charge, hein, pas moi qui sera à sa charge. Voilà, c'est ça qui est important, je trouve. Moi, je pense que quand même, elle va nous apporter un moyen les moyens les plus efficaces pour lutter. Parce que nous, évidemment, on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire on marche, on se tient au courant de tout, on lit beaucoup, moi je lis beaucoup, etc. Bon, je vais à l'université pour assister à certains cours, etc. Mais je pense qu'elle aura peut-être des recettes. C'est ce que j'attends. Voilà, exactement. De bonnes recettes pour nous, voilà. J'ai été sollicitée, et j'en suis ravie, par l'université, les Utéliens de l'université qui gère la formation, M. Kézier, la formation continue, dans le but de répondre à qu'est-ce que l'autonomie. Alors on m'a sollicité étant acteur et en tant que personne aussi sur l'autonomie. Je m'inquiète de mon autonomie et forcément de l'autonomie des gens avec qui je travaille, et c'est ma mission aussi de garantir le maintien de la personne âgée à son domicile, autonome le plus longtemps possible. Donc aujourd'hui, c'est le maintien de l'autonomie, une réalité ou une fiction. Alors, je ne vais pas défoncer des portes ouvertes, je ne vais pas non plus... on m'a dit ce matin, c'est évident, le maintien de l'autonomie. Ah ben oui, on verra. Quelle est la réalité des uns et des autres par rapport à ce maintien de l'autonomie? Quelle est la part du système sociétal dans lequel on évolue? Quelle est la part de l'individu?
dans le maintien de l'autonomie, comment devenir un acteur de l'autonomie, pourquoi c'est important, comment et comment pérenniser cette dynamique. Merci de suivre le ZCL en direct sur RHT Guadeloupe et bien sûr ZCL.tv. On se retrouve après une courte page de publicité. À tout de suite. Voilà, 13h33, retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT. Et on va recevoir Jessie, bonjour. Bonjour Danick, bonjour Mandy. Bonjour Jessie. Tout va bien? Ça va bien et vous? Vous n'avez pas trop vieilli, non? Non, moi j'ai vieilli. Une semaine après. Non, je pense pas. Vous avez pris un âge certain, mais pas un âge, pas un certain âge. Mais oui, il faut dire bon anniversaire avec un petit peu de retard. Merci. Merci. Donc vous avez vieilli un petit peu, Jessie? Un petit peu, ça ne se voit pas. Une semaine, non, ça ne se voit pas encore. Ça se verra dans 60 ans, ça se verra. Bien, alors, Jessie présente la rubrique Silver. Il y a le générique. On regarde. Alors normalement, oui, il y a un générique. Générique, c'est parti. Rebonjour Danick et bienvenue sur la Silver Chronique. Qu'est-ce que c'est la Silver Chronique pour les gens qui débarquent aujourd'hui dans ZCL? Encore, ils sont très peu à débarquer comme ça, mais enfin, on va quand même leur rappeler ce que c'est que la Silver Chronique. Alors la Silver Chronique est donc une petite émission dans laquelle on va traiter de l'actualité qui touche tous les seniors, donc bon, les personnes de plus de 65 ans. D'accord, ça me concerne. Bien. Alors, Jessie, vous avez parlé aujourd'hui de quoi? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'obligation alimentaire. Il faut savoir que l'article 205 du Code civil prévoit une obligation alimentaire pour les enfants envers leurs parents et ascendants. Oui. Donc ça veut dire que les enfants et petits-enfants donc, sont amenés au regard de cet article à subvenir aux besoins matériels et financiers de leurs parents en difficulté. Donc c'est une obligation qui a été mise en place pour maintenir la solidarité familiale entre les générations. Oui. Et donc elle concerne tous les frais liés à l'alimentation, la nourriture, le logement, les vêtements, les frais médicaux et pharmaceutiques. Donc dans le terme alimentaire, on englobe vraiment tout ce qui touche vraiment à la santé. Donc ça veut dire, Jessie, demain quand je serai comme ça à la retraite, tranquille, je demanderai à Dimitri, mon fils, ou Malik, ou Danaïka, débrouillez-vous, boire et manger, c'est ça? Alors c'est pas là tranquille, hein, c'est si vous êtes dans un état de nécessité, oui, qu'ils devront du coup subvenir à vos besoins. L'obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due à un parent, donc qui n'a plus la possibilité de subvenir à ses besoins, à sa subsistance. Oui. Donc par exemple, les personnes résidant en maison de retraite peuvent demander, alors soit maison de retraite ou EHPAD, donc peuvent demander une aide financière à leurs enfants dans le cas où ils ne peuvent plus payer les frais d'hébergement. Et donc il faut savoir que l'obligation alimentaire peut se présenter en nature ou sous forme de pension alimentaire. Oui. Alors comment ça se passe concrètement quand le parent il est désargenté, on va dire, il est obligé d'être soutenu par ses enfants, ça se passe comment? Alors pour prétendre à cette obligation alimentaire, le revenu annuel de la personne âgée, donc nécessiteuse, doit être inférieur à 8 309,27 € par an. Par an, ou 13 765,73 € pour un couple, par exemple. Et donc les personnes qui sont concernées par le paiement de cette aide financière, donc ce sont les enfants envers leurs parents et autres ascendants, donc quelle que soit la filiation naturelle, les gendres et les belles-filles envers leurs beaux-parents, sauf en cas de divorce. Hein, non, même. Ça, voilà. Ouais. Et les époux aussi entre eux. Les époux, pareil? Exactement. Mais dans ce cas, quand c'est entre les époux, on va plus parler de devoir de secours que d'obligation alimentaire. Bon. Et par contre, ça ne s'applique pas entre frères et sœurs ou pour une tante ou pour un oncle.
D'accord. Et la somme versée est de combien en moyenne? Alors le montant fixé, ça dépend, ça peut être un commun accord entre les parties ou alors il sera fixé par le juge des affaires familiales. Oui. Il faut savoir que ce montant varie en fonction en fait des moyens de la personne qui la paye et en fonction aussi des besoins donc du demandeur. Et puisque l'on est en pleine période fiscale de déclaration de feuille d'impôt, l'obligation alimentaire est en principe déductible donc de vos impôts, donc de la personne qui la paye, et par contre imposable pour la personne qui reçoit cette aide. Mais c'est vraiment au cas par cas. Qui reçoit l'aide est imposable et celle qui paie n'est pas imposable. Mais si la personne qui reçoit l'aide a besoin d'être aidée, c'est qu'elle n'a pas les moyens de payer des impôts. C'est pour ça que c'est vraiment au cas par cas. Normalement, c'est comme l'obligation alimentaire est considérée comme une pension alimentaire. Hein. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est normalement imposable pour celui qui le reçoit. Mais il faut vraiment se faire aider d'un fiscaliste en fait qui va mieux pouvoir traiter cette demande. On posera cette question à nos chers chroniqueurs juridiques du jeudi, enfin au moins un ou une, je ne sais même pas comment dire, et on reviendra là-dessus. Alors, et si la personne très avare décide on va payer rien? Alors, contrairement aux parents qui ne peuvent pas se décharger de cette obligation alimentaire envers leurs enfants, les enfants, par contre, peuvent décliner, refuser effectivement de payer cette aide dans le cas où le parent n'aurait pas, effectué cette obligation alimentaire à leur égard à l'époque. Et donc, pour ça, par exemple, si le parent a été déchu de l'autorité parentale, du coup les enfants ne payent pas. Si aussi l'enfant a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, pareil, il y a moyen de ne pas payer. Enfin, dans tous les cas, si la personne souhaite être dispensée de cette obligation alimentaire, elle doit effectuer une requête auprès du juge des familles. Et donc le juge aussi peut considérer qu'il n'a pas lieu en fait de payer cette aide dans le cas où la personne demandeuse se trouve dans cette situation de besoin par sa faute. D'accord. Bien, alors, plus d'infos là-dessus, comme d'habitude, sur le Génération-plus-magazine.fr. Oui. Il faut savoir qu'on avait aussi traité ce sujet-là dans le tout premier numéro de Génération Plus. Donc qui est encore disponible? Vous pouvez le retrouver en ligne, donc soit sur le site ou sur notre page Facebook. Et si on vous retrouve quand, vous, en ligne? En ligne? Ou en direct? Alors déjà, à l'antenne, vous allez me retrouver dans 2 semaines. Je crois que ça sera le 15 mai. Vers le 15 mai, on va vous retrouver en direct. Bien. Voilà. Et on va vous retrouver en salon quand? Alors normalement du 9 au 11 juin 2017. On aura l'occasion bien sûr d'y revenir. Hein. Voilà, exactement. Bien, merci Jessie. Bon repos. Le week-end sera très long, 13h41. On continue et on termine l'actu avec Mendy. On va recevoir tout à l'heure, on va danser avec Iman, puisque Iman est déjà là, elle est prête à danser. Elle a ses ballerines et ses pointes. Donc on termine donc cette édition avec la présentation donc du livre Échappée belle, écrit par Valérie Syracuse, qui raconte donc l'histoire d'une famille qui est entre Guadeloupe et Haïti. Je propose de regarder tout de suite et d'écouter son témoignage. C'est un livre. Dernier livre, j'ai écrit ça, L'amour et la jeunesse. C'est le poème dans arabe et je n'ai pas traduit en français parce que c'est pas la même l'amour, c'est pas la même histoire. C'est pour ça que je n'ai pas traduit en français. C'est L'amour et la jeunesse, c'est mon livre. Et avant, j'ai 2 livres avant. C'est Le Grand Voyage, il s'appelle L'Histoire des Syro-Libanais. Et avant aussi, c'est l'histoire des Amar. Amar, c'est le village d'où vous venez. C'est mon village. Ça fait la peine, ça, pour Syro-Libanais, il venait là, ici, en Guadeloupe, ou partout dans le monde. Il laissait la maison, c'est le pareil, c'est la terre, la maison, tout là-bas. Ça fait la peine, tu vois. Mais c'est obligatoire dans la guerre, ça m'ouvrait la guerre. Mais j'ai pensé et retourné après à Syrie, après
la paix et retourner à la Syrie sud-Libanais. J'ai beaucoup d'affection, j'ai beaucoup de chaud dans mon cœur. Et c'est pour ça que j'ai écrit cet livre, L'amour et la jeunesse. La communauté syro-libanaise, elle fait partie de la Guadeloupe, toutes les communautés qui peuplent la Guadeloupe. Par exemple, hier, j'étais avec les Amis de lait. C'est une partie aussi de cette population guadeloupéenne. Nous sommes il y a eu des nègres, il y a eu des Indiens et il y a des Syro-Libanais. Et je peux dire que dans ma commune, ils ont un rôle vraiment économique. Puisque je me rappelle, quand on parlait du travail du dimanche, je dirais que c'est impossible parce que dans la commune du Moule, on travaille du lundi jusqu'au dimanche midi. C'est un livre dédié à l'amour, l'éloge de l'amour sous toutes ses forces, sous toutes ses formes. L'amour filial, l'amour l'amour passion. L'amour, il y a des éloges funèbres et surtout l'amour de sa terre natale. Générique. Et on termine avec une nouvelle présentation d'un bouquin, celui d'Elias Yacoub, L'amour pour la Syrie. Propose donc de voyager avec ce bouquin. On regarde ce reportage tout de suite. Dernier livre, j'ai écrit ça, L'amour et la jeunesse. C'est le poème dans arabe et je n'ai pas traduit en français parce que c'est pas la même l'amour, c'est pas la même histoire. C'est pour ça que je n'ai pas traduit en français. C'est L'amour et la jeunesse, c'est mon livre. Et avant, j'ai deux livres avant. C'est Le Grand Voyage, il s'appelle L'Histoire des Syro-Libanais. Et avant aussi, c'est l'histoire des Amar. Amar, c'est le village d'où vous venez. C'est mon village. Ça fait la peine, ça, pour Syro-Libanais. Il venait là, ici, en Guadeloupe, ou partout dans le monde. Il laissait la maison, c'est le pareil, c'est la terre, la maison. Petite inversion au niveau des sujets. Je propose donc de voir ce fameux livre qu'a écrit Valérie Syracuse. Échappée belle, on regarde tout de suite. Alors, bonsoir à tous. Valérie Syracuse, je vais vous présenter mon nouveau roman De l'autre côté de la mer. Donc c'est une histoire qui se déroule en Guadeloupe, en Haïti et à New York. Le personnage principal, Jean-Marie, arrive en Guadeloupe, il a 13 ans, va en fait vivre des moments difficiles. Il va être expulsé avec sa mère et son frère. Par la suite va s'en sortir. Vraiment dans ce roman, le personnage principal va tenter vraiment l'aventure de l'autre côté de la mer. Il ira aux États-Unis. Donc vraiment dans ce roman, j'ai voulu vraiment montrer que dans la vie, il faut garder espoir. Il faut persévérer et même si le combat est difficile, le meilleur est à venir. Dans ce roman, j'évoque aussi l'immigration. Pour moi, c'est un message aussi de compréhension, de tolérance, de paix en fait. Parce que les personnes vraiment qui quittent leur pays, elles ne le font pas vraiment par pur désir le plus souvent, c'est vraiment parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, elles sont parfois menacées de mort. Le livre sera disponible dans les librairies en Guadeloupe début mai, mais il sera aussi disponible sur Amazon et sur thebookedition.com. Valérie Syracuse, qu'on va recevoir un de ces jours sur le plateau du ZCL en direct pour parler de son ouvrage Une échappée belle. Elle avait écrit pour moi bien avant un autre roman qui était tout aussi intéressant. C'est à suivre. On va quitter le romanesque pour tomber dans la danse avec notre ami Iman qui est de retour direct from New York. Générique, c'est parti.
Bonjour à tous, voici la nouvelle chronique Danse avec Iman, donc pour le retour de vacances de Pâques, puisque moi j'étais partie en vacances comme on l'avait dit juste avant la sortie. Je suis partie faire un stage sur New York, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. C'était un stage de danse orientale. Pour commencer, on va d'abord parler de la compétition Bravissimo qui s'est déroulée au Canada. Certains élèves du Centre MA, donc c'est une école sur Basse-Terre, étaient partis pour participer à une compétition internationale. Donc 23 danseurs sont partis, ils ont présenté 12 chorégraphies dans des styles très différents et ils ont été récompensés. Je trouvais que c'était important de revenir sur ce sujet dont on avait déjà parlé. Donc ils ont eu des récompenses en classique. Troisième prix en classique, deuxième prix en contemporain, un deuxième prix aussi en afro-ka, donc c'était un mélange de gros ka et d'afro. Un premier prix en afro-ka aussi, mais en catégorie duo. Un premier prix en contemporain pour les 13-16 ans et aussi un premier prix en oriental avec une mention spéciale du jury. On va voir quelques images pour vous illustrer ce propos et voir le travail acharné qu'ils ont pu réaliser en quelques mois, les élèves et les professeurs du Centre MA. Voici en images. Alors, c'était la compétition Bravissimo, donc, dont je parlais, avec 4500 compétiteurs et c'est une place très honorable que nos Guadeloupéens ont fait, donc c'est important de le mettre en avant. Voilà pour la compétition. Alors, on va passer à la rubrique en scène avec une grosse programmation au niveau de l'archipel, donc avec plein de spectacles à voir tout de suite en images. Donc l'archipel organise donc, du 4 au 17 mai la quinzaine de la danse caribéenne contemporaine. Donc avec des spectacles variés, caribéens et contemporains. Justement, les chorégraphies que vous avez pu voir en extrait de la compétition Bravissimo seront exécutées par les élèves du Centre MA en avant-première. Donc ça a eu lieu déjà hier et samedi à 19h15, vous avez la possibilité aussi de voir quelques chorégraphies qui ont été présentées au Canada. Cela dit, donc, comme ça a commencé hier, il y a eu déjà un spectacle hier avec Monsieur Bardu. Le prochain spectacle à venir sera samedi 6 mai, la danse contemporaine avec la compagnie Christian Emmanuel qui vient de Martinique pour le spectacle Mangrove. On va voir des images en même temps. La compagnie Christian Emmanuel et l'Atrium présentent Mangrove, spectacle de danse contemporaine inspiré des peintres de la Caraïbe, influencé par les mythes africains. Mangrove, lieu sacré entre deux eaux, lieu de vie et de mort, danseur animal ou végétal.
le vendredi 26 avril à 20h sur une création musicale de Jeff Bayard. Voilà, donc ça c'était des images qui se sont passées sur l'Atrium. Donc c'est le même spectacle qu'ils vont présenter. Donc c'est s'intitulé Mangrove, une chorégraphie donc contemporaine qui est entre animalité et humanité, influencée par des rites yoruba. Donc on a déjà parlé sur des précédentes chroniques. Sur un décor donc qui sera projeté, il y aura des danseurs qui vont évoluer dans un clair-obscur avec une musique afro progressive, percussive et qui peut être très intéressant de voir. Le deuxième spectacle qu'on va voir donc à l'Archipel, donc c'est le vendredi 12 mai avec la compagnie Lena Blue Trilogie. Donc c'est Rupture. Donc on va avoir quelques images de ce spectacle. Donc la rupture de Lena Blue est une ouverture de la pensée, un espace de liberté qui reconvoque le geste et engendre le plaisir. Donc je vous invite à aller voir ce spectacle, c'est vendredi 12 mai à 20h, Rupture. Le troisième spectacle que je vous propose d'aller voir, donc c'est du désir d'horizon de la compagnie Sali Sanou. C'est un burkinabé et qui parle de déracinement, de violence. On va voir en image de quoi parle exactement ce spectacle. Alors, être ni d'ici ni de là, enfermé et ne pas savoir où aller. De son expérience dans les camps de réfugiés où il a mené des ateliers de danse, Sali Sanou raconte l'état des corps, l'état d'esprit, le désir d'horizon de ces exilés. Quand on rentre dans cet espace clos, l'envie qui te vient tout de suite, c'est l'envie de partir, c'est l'envie d'ouvrir les horizons. Le chorégraphe burkinabé évoque ce vécu dans ces endroits fermés, sans perspective. J'ai voulu surtout ne pas tomber dans un travail documentaire, plutôt dans un travail poétique. C'est le corps qui raconte, le regard qui parle. Donc du désir d'horizon, ce sera le samedi 13 mai à l'Archipel, toujours à 20h. Et le dernier spectacle donc, qui sera proposé sur cette quinzaine, c'est Mi-chaud, mi-froid, on ne peut pas plaire à tout le monde avec Catherine Denessi. Donc c'est le mercredi 17 mai. Et c'est un spectacle vraiment atypique qui va mélanger musique et musique en live, DJ et danse. Donc on regarde en images.
Voilà, donc une belle programmation sur cette quinzaine, donc beaucoup de spectacles à aller voir. À quelle date? Donc ça a commencé hier et c'est jusqu'au 17 mai. Donc il y a plein de spectacles à voir. Il y a plein de spectacles à voir, c'est vraiment l'occasion d'aller ouvrir ses yeux, de regarder de la danse contemporaine. Question Iman, quand est-ce qu'on vous verra danser? Très bientôt, c'est en préparation. C'est en préparation. Bon, vous avez appris quelque chose à New York de plus? Toujours on apprend. On va revenir juste pour finir sur les stages qui sont à venir, donc sur cette quinzaine. Samedi déjà, on a un atelier de gros cas au Centre Ma, donc de 15h à 18h. Dans le même temps, nous avons un stage de danse orientale, donc ce sera au studio Oriental Chimie, donc sur le thème du baladi. Le baladi, c'est un style de danse qui est vraiment très ancré au sol, très terrien. Donc c'est une expression, une expressivité qui est différente. Voilà, il n'y a pas une seule danse orientale, mais j'aurai l'occasion de faire un grand sujet sur la danse orientale. C'est attendu avec beaucoup d'impatience. Oui, je sais. Et on verra vos costumes orientaux et les mouvements de tête et de corps. Exactement. Et pour finir, donc le samedi 13 mai, donc on a un atelier d'afro-danse, toujours au Centre Mac, Jessica Jacobin. Voilà pour l'actualité. Merci à notre ami Iman qui nous a fait danser en images, mais on espère, comme on le dit souvent, de la voir en live, puisque l'émission s'appelle ZCL et le L c'est live. Donc on la verra bientôt. En live très bientôt. Sinon, je vous rappelle rapidement que suite aux négociations au centre de tri de poste à la Paul Caraïbe, la grève continue puisque les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord. L'affaire Michaud-Chevry, vous avez dû entendre l'avocate de Madame Chevry s'exprimer sur sa maladie qui n'est pas supposée. Elle est véritablement malade. Il y a même un certificat médical qui a été sorti, mais pendant la maladie, l'affaire continue. Et puis, conférence de presse ce matin de Cap Excellence, c'est pour la semaine de théâtre, puisqu'il y a une semaine de la danse à l'archipel, mais il y a une semaine du théâtre aussi, du 9 au 14 à Cap Excellence en théâtre. Et puis, vous avez vu la présentation de 2 bouquins, dont celui de notre amie Marilyn Darmé, Chabin, on chantait veillé, et aussi elle a beaucoup parlé de danse aussi. Vous voyez donc ZCL, c'est vraiment là où ça se passe. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mardi. Si ni l'appli, vous pouvez y voter. Donc c'est la réservation, on fait en passant. Non, voilà. Il faut voter. Bien, voilà, c'est fini. Bye bye. Réalisation Mr. Zebris.